Tu n'y vas pas. Cavendish par terre. Oh, clavette. Attaque de Tadej Pogačar. Ouais, mais voilà. Attaque de Marlou. C'est n'importe quoi, merde. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Tadej Pogačar a perdu ce Tour de France 2023. Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour un nouveau podcast spécial Giro di Lombardia, il Lombardia plutôt pour être plus précis, avec la victoire de Tadej Pogačar. Sans surprise, le champion du monde s'est imposé pour sa deuxième course après son titre de champion du monde. On va débriefer ce dernier monument de la saison et puis parler aussi un petit peu des toutes dernières courses. On a eu la victoire de Christophe Laporte à Paris Tour, les dernières courses féminines aussi, avec notamment le CIMAC Ladies Tour, la retraite d'Audrey Cordon-Rago, et puis une déclat qui nous a interloqué à Vélo Podcast avec celle qu'on a déjà reçue, Mathilde Gros, qui s'est exprimée pour la première fois après sa désillusion des Jeux Olympiques, une déclat forte, très forte. On va en parler dans quelques minutes dans ce podcast. Et avec moi pour ce podcast, Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin. Salut Julien. Salut Guillaume, bonjour à tous. Bon Julien, on est là, les feuilles tombent, les dernières courses de la saison. Tadej Pogačar et Lotto Kopecky sont champions du monde et brillent déjà avec leur maillot arc-en-ciel. Ah mais ils font déjà honneur à leur maillot. Il y a une supposée malédiction du maillot arc-en-ciel. Écoute, là on peut déjà dire que ce sera pas pour tout de suite. Ouais, je pense que là, la malédiction du maillot arc-en-ciel, c'est tranquille, hein, on va déjà passer rapidement dessus. Ce Tour de Lombardie, on va commencer par les hommes avec ce Tour de Lombardie qui a vu Tadej Pogačar mettre plus de 3 minutes à Remco Evenepoel, le classement avec le podium complété par Giulio Ciccone et le top 5 derrière avec Yon Izagirre. De gros points pour Cofidis dans la prévision de la dernière saison l'année prochaine en 2025, avec le maintien en World Tour. Enric Mas qui complète le top 5, Pavel Sivakov premier français 6e après avoir travaillé pour Tadej Pogačar, on va en parler aussi, et le top 10 complété par Lennart Van Eetvelt, Neilson Powless, David Gaudu et Xandro Meurisseux. Julien, déjà pour commencer, Tadej Pogačar a encore un énorme solo, plus de 40 bornes en solitaire et 3 minutes mis à Remco Evenepoel. Déjà la course en elle-même, en la survolant un petit peu, est-ce que c'était le scénario attendu, toi, avec encore un solo pour Pogačar? Alors, c'est un scénario traditionnel de classique, que ce soit début de saison, fin de saison. La grosse échappée avec 21 coureurs de mémoire, repris après un gros travail de l'UAE, justement. Et Sormano, c'est là qu'il fallait attaquer de toute façon, que ce soit Pogačar ou quelqu'un qui voulait battre Pogačar, de toute façon, il fallait sortir dans Sormano. L'avant-dernière grosse difficulté de ce Giro di Lombardia. Ouais, parce qu'on a vu c'est Ciccone, il me semble, juste avant que Pogačar n'attaque, sur les derniers hectomètres de Pavel Sivakov. Quand il a travaillé, il a tenté d'anticiper, mais bon, le travail de Pavel Sivakov était tel que il n'a rien pu faire dans ce Sormano, dont le sommet était à 42 km de l'arrivée. Pogačar a placé l'attaque à 48 km, il me semble, de l'arrivée. UAE qui a un peu contrôlé la course. T'en as parlé, une grosse échappée qui s'est formée avec une vingtaine de coureurs, Meurisseux, Arensman notamment, Kelderman, Vermarke, Rudy Mollard qui était dedans, Daniel Felipe Martinez, Eddie Dunbar. Quand on voit Daniel Felipe Martinez, Eddie Dunbar, qui sont des top 5, top 10 de Grand Tour, Daniel Felipe Martinez qui avait été dauphin de Pogačar au Tour d'Italie en mai dernier, Thymen Arensman qui est capable de faire des top 10, on se dit c'est hyper dangereux, il y en a une vingtaine, sauf qu'on sait quand même que sur le dernier monument de la saison, au Tour de Lombardie, c'est quand même la fraîcheur qui joue. C'est une course de fraîcheur de toute façon, que tu la mettes en fin de saison ou en milieu de saison, de toute façon le Tour de Lombardie, c'est une course où il faut être frais du kilomètre 0 jusqu'au Côme. La fatigue en plus de fin de saison, les conditions météo qu'ils ont eues autour d'Émilie, au Valle Varesine qui a été annulé pour les hommes, a dû aussi peser sur les organismes de ces derniers tours de pédale européens. Est-ce que toi ça t'interloque, ce solo de Pogačar? On va mettre les pieds dans le plat. Encore un solo, il colle quand même 3 minutes à Remco Evenepoel qui lui n'a pas calqué sa course sur Pogačar. Quand il a attaqué, Evenepoel s'est mis à son rythme et il a finalement remporté la course des autres à la pédale.
il colle 1 minute après le Sormano. Alors il me semble que c'est dans la transition entre le Sormano et Sanfermo della Battaglia. Il colle 1 minute Pogačar et Evenepoel sur le plat, alors que Remco Evenepoel est censé être le meilleur rouleur au monde, le champion du monde du contre-la-montre. Ça t'inspire quoi? Ça m'inspire que, sur les 3 minutes, faut pas oublier aussi que Remco Evenepoel prend déjà aussi 1 minute dans la descente de Sormano. Remco Evenepoel, depuis sa chute autour de Lombardie, est un petit peu moins vaillant qu'avant dans les descentes. Ce qui ajoute aussi sa peur de descendre depuis le Tour du Pays Basque. Là où Pogačar attaque tout le temps sur les descentes, il y va à fond à chaque fois. Lui. Pogačar, il débranche le cerveau et il voit de la galère, quoi. Après, est-ce qu'il accuse pas un coup au moral de perdre 1 minute comme ça? Je sais pas. Après, Pogačar va survoler. Ça reste pour moi une énigme, Pogačar. Je pense qu'il est vraiment d'une autre planète. De là à dire qu'on revit les années Armstrong ou autres, je pense pas. Ça t'interloque. Alors, vous savez, quand vous écoutez Vélo Podcast, on a l'habitude de ne pas plonger dans le complotisme à tout va. Mais en tout cas, on sait aussi s'interroger quand, en tout cas, voilà, on n'élude pas ce genre de questions. Mais quand on le voit, Tadej Pogačar, cette saison en tout cas, je crois que c'est une des plus grandes saisons de la part d'un coureur depuis des années et des années. Beaucoup remontent à l'époque Lance Armstrong. Moi, ce qui me fait penser à ce que tu viens de dire, où tu penses qu'on ne revit pas forcément les années Armstrong, c'est que Tadej Pogačar est capable de gagner un grand tour, mais s'est montré aussi très à l'aise sur des parcours, en tout cas sur des surfaces beaucoup plus compliqués à rouler, comme les chemins d'Estrade Bianche, ou capable de gagner le Tour des Flandres. Là où à l'époque, Armstrong, avant son cancer, a été champion du monde en course en ligne en 93, mais on le voyait pas sur un Tour des Flandres, on le voyait pas. Alors, on n'a pas encore vu Pogačar sur un Paris-Roubaix, mais c'est censé arriver. C'est pour ça que je vais un peu dans ton sens en disant qu'on voit pas les années Armstrong, mais ce qu'il a fait cette année et sa fraîcheur de la première course au Strade Bianche, quand il est arrivé, il a mis 80 km en solo. À la dernière course, au mois d'octobre, il met près de 50 km en solo. Ça doit quand même interroger sur ce qui se passe entre l'écart entre Pogačar et les autres, non? Forcément, ça interroge. Forcément, le cyclisme a un passif avec le dopage. Maintenant, Pogačar est largement au-dessus du lot. Tout le monde dit que Evenepoel est meilleur que lui et autres. Dans les âges juniors, Evenepoel marchait mieux et autres. Peut-être tout simplement qu'on a vu des coureurs beaucoup trop forts, beaucoup trop beaux au sortir des juniors. Et beaucoup trop tôt. Et beaucoup trop tôt. Par rapport à Pogačar, justement, qui lui se révèle entre guillemets sur le tard par rapport à ces coureurs-là. Il y a 1 an et demi d'écart entre les deux. Tadej Pogačar est né en septembre 98, là où Evenepoel est né en janvier 2000. Les deux ont signé leur premier contrat professionnel la même année en 2019, et depuis, on a Remco Evenepoel qui est à 59 victoires, si je regarde les statistiques sur Pro Cycling Stats, et Tadej Pogačar qui lui en est à 88 victoires selon Pro Cycling Stats. On a eu un Remco Evenepoel aussi qui a connu un grand coup d'arrêt dans la progression de sa carrière, avec la chute au Tour de Lombardie en 2000 qui l'a laissé plus de 6 mois sur le carreau avant de revenir sur le Tour d'Italie en 2021. Tadej Pogačar aujourd'hui, c'est quand même un coureur qui a l'air plus complet que Remco Evenepoel. D'autant plus sur cette saison, pour revenir à cette saison, c'est que Pogačar a fait du frais et n'a pas été perturbé par différentes chutes, alors que Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard, Primož Roglič notamment ont été handicapés, et notamment cette énorme chute autour du Pays Basque au mois d'avril, où Vingegaard et Evenepoel, pour revenir en forme, ont dû forcer beaucoup plus que Pogačar qui faisait du frais devant la télé ce jour-là. C'est surtout que Evenepoel, qui avait quand même ciblé en début de saison les Jeux Olympiques, que ce soit sur le chrono ou la course en ligne, c'était annoncé dès le début de saison qu'il irait là-bas pour ça. Avec le Tour de France juste avant quand même. Donc il faut un pic de forme qui tienne. Il faut un pic de forme qui tienne, et puis surtout il faut accélérer la préparation que tu aurais eue. Théoriquement, quand tu prépares les Jeux comme Evenepoel, tu vas jusqu'aux Ardennaises, tu coupes, tu fais Tour de Suisse, Dauphiné en prépa, puis le Tour, puis les Jeux. Là, tu arrives déjà à être blessé pendant toute la campagne des Ardennaises.
Donc derrière, tu dois courir après ta préparation. Il revient 2 mois après sa chute, pratiquement jour pour jour, 2 mois après, 2 mois et 1 jour, au départ du Dauphiné. Donc c'est-à-dire que, bon, alors, Evenepoel, c'est moins grave qu'à Vingegaard, notamment. Au Vingegaard, il me semble que c'est pneumothorax, et Evenepoel, c'est une clavette, si je me trompe pas. C'est ça, une clavicule. Et je sais pas s'il a pas fait une côte aussi, mais bon, c'est moindre qu'à Vingegaard. Là où Vingegaard a coupé beaucoup plus rapidement après le Tour de France pour sa fin de saison, il s'est dit, bon écoute, là de toute façon Pogačar va tout gagner d'ici à la fin de saison, ça sert à rien que j'aille au départ du Tour de Lombardie, j'ai réussi à faire 2e du Tour, je vais refaire du frais pour préparer 2025. C'est ça, mais regarde un peu Pogačar l'année dernière au Tour, il a couru après sa préparation et il arrive sur le Tour à plat, déjà quasiment à plat. Evenepoel a eu 2-3 semaines de plus qu'un Pogačar en 2023. Ouais, sachant que Pogačar, quelques jours après la fin du Tour de France, il y a le championnat du monde où il va faire podium et il refait du frais pendant 1 mois avec sa dernière course de la saison l'année dernière, la victoire au Tour de Lombardie. Là aussi, il y a un point qui me fait penser à cette capacité de Tadej Pogačar à répéter les solos, c'est que c'est avant tout un coureur de course par étape. Et qui dit coureur de course par étape dit bonne capacité à récupérer. On n'essaie pas de tout excuser à Tadej Pogačar ou à tout expliquer, attention, qu'on se comprenne bien. Mais là où Tadej Pogačar enchaîne solo sur solo, il fait un énorme solo de 100 bornes au championnat du monde et 2 semaines après il va faire un énorme solo de 50 bornes au Tour de Lombardie, c'est qu'il a quand même une capacité à récupérer de ses efforts qui est au-dessus des autres aussi. Puis, alors, il y a ça, et puis quand tu regardes ces efforts, pour les adeptes de Cycling Manager, c'est du curseur. C'est pas du j'accélère, je ralentis, j'accélère. Ça reste toujours de l'effort lissé tout le temps. Parce que là où il attaque, et tu as raison de dire ça, là où il attaque, derrière il se met sur son effort, et maintenant il y a aussi une emprise psychologique par rapport à ses attaques, où on n'essaie même plus de le suivre, c'est que derrière il va maintenir un rythme, certes, très élevé, mais là les autres derrière ils font une course où ils relancent, ils accélèrent, ils ralentissent, ils accélèrent et limite ils se fatiguent un peu plus que Pogačar qui lui se met dans un effort linéaire et on l'a vu au championnat du monde notamment. Et comme on l'a vu au Strade Bianche, comme on l'a vu au championnat du monde, oui, c'est de l'effort lissé. Il y a pas c'est pas de l'intensité. Et t'as des Pogačar qui conclut une saison, alors le nombre de victoires cette saison c'est 24. Si je me trompe pas, 24 victoires, on va les compter ensemble. 1, 2, 3, 4 étapes au Tour de France, additionné à 3 étapes au Tour de Catalogne, il y en a 7 victoires. 8 victoires avec Liège, Bastogne, Liège. 1, 2, 3, 4, 5 étapes au Tour de Lombardie, ça fait 13 victoires, 14 à Montréal. C'est dans le désordre, hein, vous inquiétez pas. 15 Tour de Lombardie, 16 au Tour d'Émilie, qu'il avait remporté quelques jours avant, 17 avec le Tour de France et un contre-la-montre en plus. 18, 19 Tour de Catalogne, 20 au Tour d'Italie avec 21 le contre-la-montre, 22 encore une étape au Tour de France, 23 Strade Bianche, 24, 25, j'en suis à 25. Pour Tadej Pogačar cette saison, c'est une saison assez historique et on doit remonter, c'est même pas du Merckx, enfin c'est même pas du Armstrong, lapsus, peut-être remonter aux époques Hinault, voire Merckx pour avoir une telle domination sur une saison, non? Petaki, mais sur des sprints, donc c'est différent. Ouais, là on a quand même des victoires avec classements généraux pour Tadej Pogačar. Assez impressionnant. Julien, on va passer à la concurrence quand même derrière, parler de Remco Evenepoel. Les larmes après la ligne d'arrivée pour Remco Evenepoel, est-ce que selon toi c'est le soulagement que la saison soit terminée, le fait d'être revenu, son double titre olympique, le podium au Tour de Lombardie, ou alors ce sont des larmes pour l'énorme claque qu'il a reçu les plus de 3 minutes face à Pogačar et peut-être la réalité qui lui est revenue en pleine face? Ouais, je pense que c'est surtout de la fatigue de la saison, la fatigue physique, comme on a dit. Courir après une préparation, ça t'use plus qu'une préparation et course. Et surtout, il arrive à la fin d'une saison où c'est une saison qui peut le sacré vélo d'or, hein, si on met de côté l'extraterrestre Pogačar. On rappelle quand même que Evenepoel, il commence sa saison au mois de février avec une victoire à une classique portugaise à Figueira Champions Classic. Derrière, il remporte le Tour d'Algarve, il fait 2e de Paris-Nice. Il y a la chute un mois après au Tour du Pays Basque. Il revient, il fait 7e du Dauphiné avec notamment une victoire lors du contre-la-montre.
Derrière, 3e du Tour de France, double titre olympique. Il se remet en jambes au Tour de Grande-Bretagne pour ensuite être champion du monde du contre-la-montre, 5e de la course en ligne. Il se remet en jambes à la Coppa Bernocchi en se relevant après dans le final au-delà de la 50e place et 2e du Tour de Lombardie. C'est le 2e coureur de la saison derrière Tadej Pogačar et Evenepoel. La saison 2025, on en attend quoi maintenant qu'il progresse et qu'il aille chercher peut-être autre chose face à Pogačar, ou alors ce qu'on voit un petit peu, notamment l'avis de Nicolas Fritsch que j'ai vu sur Eurosport il y a quelques jours, aller chercher les courses au Pogačar ne sera pas, c'est peut-être ce que vont faire les concurrents de Tadej Pogačar. On retrouverait le vieil adage de vaincre sans péril, c'est un triomphe sans gloire, mais non, je pense qu'il faut continuer à affronter Pogačar. Peut-être que l'année prochaine, il va avoir une année complètement sans, il va passer à côté. On ne sait pas. Ouais, on ne sait pas s'il va nous refaire 80 km au Strade Bianche, on ne sait pas s'il va faire une année de la même manière, de la même intensité, où il va faire solo sur solo, peut-être qu'il va courir différemment, on ne sait jamais, on se doute quand même que le premier objectif de Tadej Pogačar, ça sera quand même Milan San Remo pour commencer la saison, là au Remco Evenepoel. Il se dit en tout cas qu'il privilégierait peut-être plus le Tour d'Italie et après à voir. Il n'est pas sûr qu'il aille sur le Tour de France. Remco Evenepoel, à voir, peut-être faire Tour d'Italie, Tour d'Espagne, à voir. Vingegaard est aussi annoncé à peu près sur le même programme. On verra bien ce que ça va donner pour Remco. C'est une très belle saison, je viens de donner ses résultats, c'est quand même une très très belle saison de la part du Belge, qui a donc gagné un peu la course des autres, devant Giulio Ciccone qui complète le podium. Bon, Ciccone c'est aussi un des coureurs très très réguliers du peloton mondial. Saison 2024 un peu plus compliquée aussi pour Ciccone, qui est revenu, qui a commencé sa saison qu'au Tour de Romandie en avril, qui s'est révélé, en tout cas qui s'est remis en forme au mois de juin avec un top 10 au Dauphiné. Tour de France un peu compliqué, et puis fin de saison il va faire 3e du Tour de Lombardie, mais un peu compliqué pour lui. Et quand même, Julien, faut en parler, Ion Izagirre 4e pour la Cofidis, là dans le cadre du maintien en World Tour, prendre 440 points directement, c'est un très gros résultat pour l'équipe française. C'est un très très bon point pour l'équipe française, qui relève le nez un peu en fin de saison. On les a vus là sur le Lombardie. Ils vont aussi chercher quelques points de mémoire sur Paris-Tour, des beaux points. C'est peut-être la relance qu'on attend de Cofidis dans ce classement triennal pour le maintien au World Tour. On rappelle qu'ils vont recruter notamment Alexandre Borou pour la saison prochaine, qui score lui énormément. Et oui, la Cofidis qui était allé chercher la 5e place à Paris-Tour avec Alexis Renard qui était allé chercher 85 points, donc avec sa 5e place à Paris-Tour. On va en parler tout à l'heure notamment de Paris-Tour et des dernières courses de la saison. Juste, on va terminer ce Tour de Lombardie avec David Gaudu 9e qui termine quand même bien sa saison. Et je trouve que entre son enchaînement avec notamment le Tour d'Espagne et les derniers résultats avec ce top 10 au Tour de Lombardie, ça laisse augurer quelque chose de positif pour l'année prochaine, et j'espère pour lui vraiment qu'il va faire de gros résultats. Mais je voulais parler de Pavel Sivakov, qui aurait été le dernier relayeur de la UAE Team, qui a fait un énorme travail, une énorme fin de saison aussi avec le Tour d'Espagne, et qui aura travaillé pour reprendre les derniers échappés, lancer Pogačar et faire derrière la 6e place. C'est une belle performance de Sivakov. Il a eu du mal à confirmer toutes les attentes qu'on avait en lui quand il dominait tout chez la BMC. Il remonte en régime, puis ça va aussi donner de la confiance pour lui, et l'équipe va lui donner peut-être encore plus confiance pour la saison prochaine. Au moment où on enregistre, il est sur le Tour du Guangxi, il peut éventuellement briser la malédiction des Français en World Tour. La dernière course par étape remportée, c'est Christophe Moreau 2007. 2007 avec le Tour du Dauphiné. Donc on va voir si Pavel Sivakov, franco-russe pour les détracteurs, ira briser la malédiction donc des Français en World Tour. À suivre, on verra ça un peu plus tard. Tour de Lombardie, Julien, on a fait le tour quand même avec les petits Italiens, Gio Pellizzari qui fait 14e, et on verra pour la fin de saison Pogačar, Van der Poel, 2 monuments partout, le 5e monument plutôt, et le 3e vainqueur de monument cette saison. Jasper Philipsen, on fera un débrief de la saison des classiques un peu plus tard. Toi, si je te demande au niveau des classiques, attention, au niveau des classiques, entre Pogačar et Van der Poel, c'est qui toi le vainqueur du trophée Eddy Merckx? Ça va être un choix qui va être forcément très subjectif.
celui qui gagne Paris-Roubaix doit avoir le trophée d'Immers. Ça, c'est acquis. Non, mais il y a aussi la façon dont qui peut être récompensé. On en avait parlé l'autre jour un peu en off. La façon dont il se sacrifie pour offrir un monument à Philipsen, qui peut rentrer en ligne de compte aussi pour ce trophée d'Immers. Et est-ce que tu comptes le championnat du monde dans la saison des classiques ? Ben, c'est pas une classique. C'est un championnat du monde. Voilà, parce que si on parle de la saison des classiques, et si on introduit les champions du monde dans ce trophée d'Immers de la saison des classiques, le solo de 100 km de Pogačar est quand même monumental. Ah, il rentre dans la légende du cyclisme, là. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi. On en rediscutera dans le débrief de la saison des classiques. Pour moi, le trophée d'Immers doit revenir à Mathieu Van Der Poel, parce que si on parle des solos de Pogačar à Liège et au Lombardia, je vais y arriver. Pour moi, les deux solos de Van Der Poel à Roubaix et au Ronde, pour gagner ces deux monuments, ils sont à mettre devant les solos de Pogačar, et surtout enchaîner le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Pour moi, c'est plus dur que d'enchaîner Liège et le Tour de Lombardie, mais ça, on fera le débrief de la saison des classiques un peu plus tard, Julien. On va passer à la suite, donc, avec bien les autres courses de fin de saison. Allez, très rapidement, donner quelques résultats avec Tadej Pogačar qui avait remporté sa première course après les championnats du monde au Tour d'Émilie. Là aussi, un petit solo. Tadej Pogačar qui a attaqué à près de 40 km de l'arrivée pour s'imposer devant Pidcock, qui a été désinscrit par la Ineos. Fin d'histoire à la Ineos en grand conflit avec l'équipe britannique. Alors il a annoncé à la Red Bull Bora ou à la Q36.5. J'espère pour lui qu'il va terminer à la Red Bull Bora, Julien. Red Bull Bora, après c'est un empilement de leader aussi, donc est-ce que ça va pas aussi le gêner lui dans sa progression? Q36.5 dans l'optique d'être dans les top 30 pour pouvoir participer au Grand Tour. Ça peut être bien d'avoir un Pidcock. Et il faut pas oublier que Pidcock fait aussi du VTT et que Scott a du beau matos, si on en croit à les performances de l'ogre du VTT, Nino Schurter. Ouais, aussi. Piganzoli qui avait pris la 3e place du Tour d'Émilie. Alors, pour ma Pidcock, ça sera un énorme déclassement s'il arrivait à la Q36.5. Là aussi, à la Red Bull Bora, au niveau des classiques, il y a pas grand monde finalement. Il y a beaucoup de coureurs de course par étape, mais il n'y a pas tant d'ogres que ça sur les classiques. Donc il pourrait y avoir une place dans ce domaine-là. Paris Tour remporté par Christophe Laporte. Christophe Laporte, bon. Enfin, on peut dire. Mais enfin, il n'a pas remporté de course avec son maillot de champion d'Europe. Il l'abandonne et 3 semaines après, il va remporter Paris Tour, une édition bien boueuse devant Matthias Vacek, le Tchèque, et Jasper Philipsen qui complète le podium. Laporte, belle victoire dans ce Paris Tour qui aurait été très intéressant à suivre. C'était un beau Paris Tour dans le sens où on n'a pas attendu les chemins gravel. Qui, alors pour la première fois après la stat que j'ai vue, c'est la première fois depuis qu'il passe sur les gravels qu'il pleut. Ça, c'est le petit aparté. On a vu un Mats Pedersen partir à l'attaque. Qu'est-ce qu'il a fait, Pedersen? Mais bon, il a voulu se faire plaisir, je pense. Il a voulu essayer. Il a voulu faire une Pogačar. Il s'est dit, ça marche avec Pogačar, pourquoi pour que ça marcherait pas avec moi? Et puis bien relayé après par son coéquipier qui était sorti avec Christophe Laporte. Non, c'était une course pour une fois un Paris Tour intéressant à suivre. À suivre, le petit Matthias Vacek. À suivre vraiment parce que c'est un coureur très intéressant et le Tchèque il est amené à avoir un bel avenir et les semi-classiques italiennes en suivant avec Stan Van Tricht qui a remporté la Coppa Bernocchi, Nelson Poles avec un petit raid en solitaire pour le Grand Piemonte et puis ce mercredi Corbin Strong qui remporte le Giro del Veneto avec la 3e place de Romain Grégoire et pour compléter notamment dans les courses de niveau continental on a le Tour de Lombardie U23 qui a été remporté par Brieux-Roland de la Conti Groupama FDJ. Brieux-Roland qui a signé pour 2 ans 2025-2026 avec l'effectif World Tour. À suivre, Brieux-Roland, 8e du Tour de l'Avenir cette saison. Bon petit coureur. Et puis Paris Tour Esport qui avait été remporté le lendemain par Antoine Lotte. Si vous ne le connaissez pas, Antoine Lotte, développement Décathlon AG2R, cette saison, vainqueur de Paris Tour, du Tour d'Eure-et-Loire quelques jours avant. Ça fait partie de cette jeunesse française qu'on attend pour la suite, Julien. Une jeunesse décomplexée, ancien champion de France junior aussi, il y a 3 ans de mémoire.
Ouais, 2 ans, 2022. 2022. Non, gros potentiel sur les courses d'un jour pour moi. Ça fait un peu bizarre de parler d'Antoine Lotte parce que j'ai couru avec son père, Nicolas Lotte. Ah oui. Nicolas Lotte qui avait gagné de tête un Grand Prix Loire Game, Coupe du Monde du 23, pour classer un peu le papa. Alors, je vais pas être en capacité de confirmer ça, mais en tout cas, je te crois. Mais Antoine Lotte, lui, a fait 14e de Paris-Roubaix Espoir cette saison. Lui qui a 19 ans, il aura 20 ans au mois de mai prochain. Antoine Lotte, voilà, c'était bien de le souligner en tout cas. Vainqueur de Paris Tour Espoir. On va conclure ces petites courses continentales avec le chrono des nations quand même de notre amie Marion Hérault-Garnier, qui est la présidente du comité d'organisation. La victoire chez les hommes de Stephen Kung, beau petit plateau quand même, qui s'est imposé devant Jay Vine. Et le Danois qui a du mal à confirmer chez les seniors, Johan Price Petersen, Mikkel Bjerg 4e devant Alex Segart. Beau petit plateau. Il y avait un plateau, ma foi, super intéressant. Déjà attirer des rouleurs de ce calibre-là en fin de saison, c'est pas mal, sachant que c'est vraiment que du chrono pur et dur. Un parcours qui est pas des plus simples. Parcours qui servira en partie au championnat de France sur route l'année prochaine, qui sera aux Herbiers avec une arrivée de la course en ligne au Mont des Alouettes pour les connaisseurs. Non, beau plateau, vraiment, et pas quelque chose qui écrase en plus la concurrence. Ouais, avec Kung qui s'est imposé avec 4 secondes d'avance sur Vine, 6 secondes d'avance sur Price Petersen. Ouais, Stephen Kung, intéressant lui aussi sur sa fin de saison. On a l'impression que ça allait un petit peu débloquer quand même sa victoire sur le dernier chrono, sa dernière étape du Tour d'Espagne. Enfin, une victoire en World Tour sur un chrono, sur un grand tour. Il va faire 2e du championnat d'Europe du chrono, 8e au championnat du monde du chrono. Et puis en fait, il a fait que du chrono sur la fin de saison puisqu'il remporte le chrono des nations. Julien, on va passer aux femmes dans ce vélo podcast. Dernière course de la saison avec dans le calendrier féminin pour conclure cette saison notamment dans les semi-classiques italiennes, la victoire d'Elisa Longo Borghini sur le Tour d'Émilie, très rapidement le podium avec Longo Borghini devant Evita Music et Juliette Labousse. Oscar Zirgat qui fait 4e en progression, Oscar Zirgat, mais Longo Borghini, Music, Labousse, podium de haut niveau quand même. On aurait aimé le voir ce genre de podium une semaine plus tôt au championnat du monde, mais c'est vrai que les deux finissent très bien la saison. Et la façon, alors faut voir aussi la manière avec laquelle Longo Borghini gagne. C'est encore une fois un masterclass. Arrivée en haut de San Luca et elle sort toute seule à 1,5 km de l'arrivée en force. Va falloir se poser la question de qui sera le vélo d'or féminin, parce que Longo Borghini, dans le débat avec Kopecky, avec Vollering, avec peut-être une Niewiadoma, une Viebès, va falloir se remuer les méninges quand même pour désigner le vélo d'or féminin. Et quand les nominations sont tombées là cette semaine, j'en parlais avec ma binôme Laura. Actu cyclisme féminin, on rappelle. J'aimerais pas devoir voter. Pareil. Très compliqué. Hein. Là, franchement, toi, tu donnerais qui ? Moi, je sais absolument pas. J'ai un petit faible pour Longo Borghini cette saison, mais bon, il y en a d'autres qui méritent, notamment Kopecky. Alors, de toute façon, ça va se jouer. Il y a 10 finalistes sur le vélo d'or. Déjà, d'office, j'ai rien contre elle. Je vous assure, je n'ai rien contre elle. Je sors Paulina Royackers. Oui. Même si elle fait une super Vuelta, un super Giro, mais une 3e place au Tour, pardon. Bon, après, quand il y a du Demi Vollering, Lorena Wiebes, Grace Brown. Oui, mais Grace Brown n'a pas brillé sur des grands tours. Alors même si elle remporte Liège-Bastogne-Liège, même si elle est championne du monde du chrono pour terminer sa carrière. Championnat, elle fait 2 du Giro à 1 seconde. Ça peut compter ou pas ? Ouais. Et ça va être la course à l'élimination pour désigner le vélo d'or féminin en tout cas. On verra ça. Très 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 compliqué. J'aimerais pas devoir voter, y compris dans les finalistes classiques. Ouais, bien évidemment. Voilà, on va débriefer tout ça. On en reparlera. On a encore d'autres podcasts à faire d'ici la fin de saison, mais c'est vrai qu'au niveau des nommés, va falloir se gratter la tête pour aller désigner la vainqueur. Sur ce Tour d'Émilie, on a donc 2 Françaises sur le podium, Music et Labousse derrière Longo Borghini. On a 2 autres Françaises dans le top 10 avec Maëva Skiban et Cédric Kerbaol.
On va en parler juste après de Céline Kerbaol. Juste Maëva Skiban, très intéressant sa fin de saison, très intéressante sa fin de saison, avec une 5e place au Tour de l'Ardèche, une 7e place sur le Grand Prix de Wallonie, puis derrière elle fait 3e de l'AG Tour de la Semant en Belgique, 9e du Tour d'Émilie, 9e du Chrono des Nations, jeune coureuse de 22 ans à la Arkia BNB Hotel féminin. Un nom à suivre, je pense, Maëva Skiban. Nom à suivre, alors qui est un petit peu subi, on va dire, ce que j'appelle moi le symptôme des U23, ce manque de catégorie entre junior et élite. Elle monte petit à petit. Je pense qu'il a vraiment débloqué Maëva Skiban, hormis, que je ne dise pas de bêtises, sa 4e place au championnat de France de chrono. Ça donne déjà une indication. Et sa 2e place au Grand Bornand, où elle a été résistée au retour de Vollering et Yeviadoma. C'est quand même que t'as de la moelle et je pense que ça l'a débloqué dans sa façon de courir et dans ses capacités. Elle fait 2e au Grand Bornand à l'avant-dernière étape du Tour de France, on rappelle, et sort comme une patronne en fait du peloton principal dans la dernière difficulté. Elle sort dans le chignaillon. Quand on la voit sortir, on dit ouais, elle va prendre un coup de boomerang, l'élastique il va lui retomber. Et non, ouais, elle gère sa montée. Et derrière, même si c'était pas la grosse bagarre, ça roulait quand même bien pour limiter les écarts quand même. Et Justine Guéquernon qui avait remporté cette étape devant Maëva Skiban, Maëva Skiban qui fait 4e du chrono de championnat de France, mais 5e de la course en ligne 2 jours plus tard, une coureuse complète. Et c'est vrai que cette division, cette catégorie intermédiaire entre les juniors et les seniors et les grandes, ce qu'on appelle tout simplement la catégorie espoir, elle est beaucoup moins utile chez les hommes que chez les femmes. Et chez les femmes, il y aura cette création du Pro Series, des Pro Team et des Conti Pro la saison prochaine qui sera très intéressante pour notamment avoir le développement de ces coureuses-là, et c'est tout ce qu'on espère. On va passer à Céline Kerbaol qui a remporté, enfin qui fait 10e donc, du Tour d'Émilie et qui 3 jours plus tard est allé remporter les Trevali Varesine. Kerbaol là aussi, grosse saison, avec notamment aussi 2 Françaises dans le top 10, Julie Bégaud 5e et Juliette Labousse 6e. Alors, Céline Kerbaol, l'année dernière, après le Tour de France Femmes, où elle remporte le maillot blanc, on s'est dit comment elle va gérer l'après ça. Eh ben écoute, visiblement, elle l'a bien géré. 3 Vallées Varesine, qui est pas une course super simple à gérer. C'est son 5e succès de la saison. C'est de tête la Française qui a le plus gagné cette année sur route. Elle remporte le chrono Roland Bouge en Suisse. Elle remporte Trevali Varesine, Durango, le Tour de la Communauté de Valence féminine, qui est une classique chez les femmes, et donc la 6e étape du Tour de France. Voilà, sa classe, là aussi, s'il y avait qu'un vélo d'or français que femmes, entre elle, Juliette Labou et Vita Music, là aussi, il y aurait de la tête à se gratter, je crois. Oui, même si Céline Kerbaol a plus gagné que les autres, même si Vita Music a gagné devant Vollering au Tour d'Espagne, si je me trompe pas, cette saison. Ouais. Je pense quand même que Céline Kerbaol, dans sa capacité à gagner, notamment sur le Tour de France, c'est elle qui a cassé pas la malédiction, mais des Françaises sur la grande boucle, sur le Tour de France femmes. Là où pour moi elle m'a impressionné, c'est qu'on voit qu'elle est quand même capable de gagner dans des styles où elle y met des watts. Et elle gagne avec une intelligence de course aussi. Elle attaque toujours au moment où... toujours ce moment de latence, quand tout le monde se regarde. Il faut avoir une part d'intelligence. Il faut une part d'intelligence, puis il faut sentir la course. Parce que tu peux dire, il y a une latence, je vais y aller. Ouais, mais si des moments où il y a une échappée qui se fait reprendre, et ce petit moment où tout le monde se regarde, il y en a plusieurs fois dans une course, dans une étape, dans une course d'un jour. Mais elle va toujours attaquer au moment où ce sera ce moment-là. C'est pas le moment d'avant, c'est ce moment-là qui sera décisif, et c'est ce moment où elle met en route. C'est qu'elle a une intelligence de course. Elle est toute jeune encore, mais elle a déjà une bonne intelligence de course, une bonne vision de course. Elle a 23 ans et quand on regarde ses résultats cette saison, elle est dans le top 20 mondial. Elle va faire aussi 9e de la classique Lorient, qui est Trophée Ceratizit,
le Grand Prix de Plouay féminin, en fait, hein, le classique de Lorient. Elle termine pas le Tour d'Italie, mais elle va faire 6e du Tour de Catalogne femmes. Elle va remporter à Durango classique. Elle fait 14e du Tour du Pays Basque. Elle fait 12e du Tour de Normandie. Et il y a une régularité dans les courses par étapes, hein. 6e du Tour de France, 9e du Tour de Romandie. Bon, elle est là maintenant dans le top 10 des courses par étapes chez les femmes, et elle est capable de gagner des classiques. Elle est ultra complète. Et puis il faut savoir qu'elle a eu un gros virus qui l'a gêné tout le printemps, on va dire jusqu'aux Flandriennes. Et vraiment son réveil, ça a été au moment des Ardennaises à Liège où elle va faire top 20, quoi. C'est pas non plus, tu fais top 20 d'un Liège dans les conditions où c'était, c'est quand même que t'as de la moelle aussi, quoi. Ouais, exactement. Elle va faire 16e de Liège-Bastogne-Liège, une semaine après avoir fait 5e au Grand Prix de Chambéry. Cédrine Carbaol qui a donc remporté les Trevali Varesine femmes devant Sylvia Persico et Liane Lippert. On va terminer l'actualité de la course sur route femmes. Alors avec 2 courses, juste parler très rapidement du CIMAC Ladies Tour remporté par Lotto Kopecky, Julien. Par Lotto Kopecky, d'une infime marge. C'est 2 secondes sur Franziska Kor qui est encore maillot jaune le matin, et sur une, je vais pas mâcher mes mots, sur une époustouflante Zoé Bachstedt qui s'est retrouvée toute seule de son équipe dès la 2e étape. Tu peux expliquer? Alors, Zoé Bachstedt gagne le prologue, enfin pas le prologue, le contre-la-montre inaugural. Le lendemain, 2 malades et une Chloé Digert blessée qui se casse le nez prenant une porte, et une Alice Towers qui était Alex Morris qui était le dernier rempart, malade, qui a dû aussi abandonner la 2e étape. Donc Zoé Bachstedt a dû lutter contre tout un peloton, elle toute seule. C'est une performance époustouflante, finir 3e d'une World Tour en étant toute seule. On peut saluer aussi une autre coureur qui a fini toute seule dans son équipe, mais plus loin, mais qui a été à l'attaque tout le temps. C'est Victoire Berthaud, qui a un classement qui reflète pas forcément ce que... 25e à la Cofidis. 25e, mais elle a été quand même, en étant toute seule, elle a été à l'attaque tous les jours. Les 2-3 dernières attaques, elle a au moins mis sa petite cacahuète pour essayer de débloquer les choses. Donc c'est vraiment des conditions. En plus, ces conditions n'avaient pas l'air optimum. Non, beaucoup de pluie, de vent. Les résultats de la tempête Kirk qui était sur les Pays-Bas, donc une course un peu complexe quand même. Ça va être intéressant de voir Victoire Berthaud complètement sur la route l'année prochaine, elle qui préparait aussi les Jeux Olympiques sur la piste cette saison. La retraite d'Audrey Cordon-Rago, 11e de ce CIMAC Ladies Tour, c'était sa dernière course, et termine 11e du classement général final à 48 secondes de Lotto Kopecky. Finalement une course à la Audrey Cordon-Rago. Elle n'aura rien lâché jusqu'au bout de sa carrière, jusqu'au dernier jour de course. Elle n'aura rien lâché, elle aura aussi essayé d'attaquer le dernier jour à son image, vraiment jusqu'au bout, une jusqu'au boutiste. Je sais que sur les réseaux, dans la ville, elle a beaucoup de détracteurs, mais quand même un grand coup de chapeau à cette grande dame du vélo qui a permis beaucoup de choses sur l'évolution du cyclisme féminin français et mondial. Rien que là-dessus, même si elle aurait pu gagner de plus belles courses, parce qu'elle était aussi longtemps cantonnée à son rôle d'équipière. Franchement, chapeau à Audrey pour sa belle carrière. Alors, si elle écoute Audrey Cordon-Rago, j'aimerais beaucoup t'inviter dans Vélo Podcast. J'aimerais beaucoup qu'on puisse faire une petite rencontre, parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire sur le vélo en général, sur sa carrière. Il y a beaucoup à parler. Elle est toujours très intéressante à écouter sur son sport, et voilà, l'invitation elle est lancée. On aura aussi l'occasion de lancer l'invitation aussi de notre côté, mais en tout cas voilà, si t'écoutes Audrey, à très bientôt dans Vélo Podcast, parce que j'aimerais vraiment beaucoup t'inviter, on aura de quoi dire, on aura de quoi parler. Donc voilà, qui a terminé sa carrière Audrey avec une 11e place au CIMAC Ladies Tour. On termine l'actualité du cyclisme féminin avant de passer à Mathilde Gros sur la victoire de Grace Brown, qui donc aussi conclut sa carrière sur le chrono des nations, et sur une victoire. Elle a collé 51 secondes à sa coéquipière Vittoria Guazzini de la FDJ Suez, et puis 54 secondes et demie à Anna Kiesenhofer, l'Autrichienne qui avait été championne olympique sur la route en 2021 à Tokyo. Grace Brown. Toi, t'as une théorie, on en a parlé en off aussi une fois, il n'y a pas longtemps. Grace Brown, c'est peut-être pas la dernière saison de sa carrière. Moi, c'est une théorie, c'est quelque chose qui... C'est une théorie, hein, attention. Hein. C'est une théorie, je n'avance en rien, je n'ai aucun rapport avec Grace Brown là-dessus et sur ses projets.
mais moi je suis persuadé qu'elle fait une pause bébé. Elle peut pas quitter le monde du vélo là-dessus. Elle va vivre en Australie, elle va faire une pause bébé, elle va profiter 1 ou 2 ans de sa famille et ça va la démanger, un peu comme une Russ Winder américaine qui avait fait ça, sauf la pause bébé, qui avait profité de la vie, qui s'est dit non, le vélo ça me manque trop, le peloton ça me manque trop, je reviens. Pour moi c'est ma théorie. Après elle vaut ce qu'elle vaut. C'est peut-être pas plus qu'une théorie, c'est peut-être aussi un souhait. Ouais, ça fait. Voilà, on sait aujourd'hui que c'est aussi très respecté par les équipes et c'est là l'évolution du sport féminin dans son ensemble de plus en plus. Le respect d'avoir une autre vie pour les sportives femmes professionnelles, faire une pause maternité. C'est aussi très respecté. Quand on fait le tour de Grace Brown et de sa dernière saison, peut-être la dernière saison de sa carrière, elle commence en étant championne d'Australie du chrono, 4e de la course en ligne. Derrière, elle va faire 5e d'une classique World Tour en Australie, le Deakin University Elite Women's Road Race. Elle remporte Liège-Bastogne-Liège, elle fait 17e du Tour d'Espagne, elle remporte la Bretagne Ladies Tour, elle va faire 2e du chrono inaugural du Tour d'Italie, championne olympique du contre-la-montre, elle fait championne du monde du contre-la-montre, championne du monde de relais mixte en contre-la-montre et elle remporte le chrono des nations. Alors si avec ça, c'est pas une énorme fin de carrière, moi je sais pas ce que c'est. 16e à l'Alpe d'Huez au Tour de France aussi. Alors j'en avais discuté avec Stéphane Delcourt par message. Annonce-nous des niveaux le ring, Stéphane. Pardon, vas-y. Sur Grace Brown, sur ses championnats du monde, c'est à l'image de la personne qui est Grace Brown. C'est gagner en solo, avec le titre individuel, et faire gagner son équipe, faire gagner ses coéquipiers sur le relais mixte. C'est l'image qu'on peut retenir de Grace Brown. Elle gagne en solo, mais elle fait gagner ses équipiers. Et c'est une fille qui est saluée par tout le peloton, sincèrement, et avoir une fin de carrière comme ça. D'ailleurs, je trouve que c'est hyper noble. Petit coucou à Stéphane Delcourt, comme d'habitude, dans Vélo Podcast. Mais voilà, de respecter ce choix et d'avoir mis finalement Grace Brown dans les meilleures conditions pour terminer sa carrière. Je trouve que ça en dit long sur ce qu'est la FDJ Suez, sur le développement de cette équipe et aussi sur ce qu'est Grace Brown, qui est top 10 mondial sur cette saison pour terminer la carrière, quoi. Et pour moi, la FDJ, on en a déjà parlé et on en reparlera certainement, mais c'est la famille. C'est vraiment l'esprit famille, ouais. FDJ. On se bat les unes pour les autres et on fait gagner les autres. Quand on est le petit pourcent moins, et on va faire gagner les autres. C'est l'esprit d'équipe. À voir par la suite avec ce que tout le monde attend comme recrutement ou pas. On verra, on espère en tout cas que l'annonce, il paraît que l'annonce va arriver dans pas longtemps. Moi j'ai une théorie, c'est autour de l'annonce du parcours du Tour de France, c'est une théorie qui va intervenir dans une dizaine de jours et je pense qu'il y aura peut-être une grande annonce autour de la présentation du Tour de France pour peut-être annoncer l'arrivée de Demi Vollering à l'FDJ Suez qui est annoncé. On verra, pour l'instant ce n'est pas officiel. Voilà, donc pour l'actualité de la route sur cette fin de saison, on aurait été très complet, Julien. Très rapidement, avant de passer à Mathilde Gros aussi, le Gravel, championnat du monde, Marianne Vos, Mathieu Van Der Poel titré. Les Hollandais. Il y avait des Hollandais et des Belges partout, en fait, sur ce Gravel. Mathieu Van Der Poel, juste champion du monde de gravel, champion du monde sur route, champion du monde de cyclocross. Il ne manque plus que la piste et le VTT. La piste et le VTT, même si je pense qu'il a plus d'aptitude pour le VTT. Ouais, aussi. Je pense que ce serait plus dans ses cordes. Marianne Vos, 14e titre olympique, 14e titre mondial, 4e discipline où elle est championne du monde. Donc elle a fait route, elle a fait route, VTT, cyclocross et piste. Elle fait VTT et piste. Elle n'est pas championne du monde de VTT. Et cyclocross, piste, route, gravel. Ce qui est plutôt pas mal. Ce qui est plutôt pas mal. Et VTT, je sais pas si elle a même pas, je pense qu'elle a même pas été championne nationale de VTT. C'est la loose. Oh, franchement, c'est une carrière, franchement, il reste encore à faire pour Marianne Vos. Bon, allez. Elle est encore toute jeune, elle peut encore. Toute jeune, elle a encore beaucoup dans sa carrière à faire. Bon, après, quand on voit qu'Anna Van Der Breggen va revenir, on sait jamais ce que ça laisse augurer. Julien, on va terminer ce podcast avec une énorme déclaration. On voulait en parler un petit peu quand même. Mathilde Gros, on fait de grosses bises à Mathilde Gros qu'on a eu dans Vélo Podcast. Juste cette phrase, une partie de moi est morte à Paris après sa désillusion aux Jeux Olympiques. C'est une dépression, faut mettre les mots sur ce qui se passe. Toi, ça t'inspire quoi ? C'est même plus qu'une grosse dépression qu'elle a fait.
Elle parle d'épisodes dépressifs dans l'article de l'équipe, hein, qui a été relayé par l'interview de Nicolas G, qui a été relayé par l'AFP et autres. Elle est passée pas loin de la fin de carrière, je pense. C'était peut-être plus fort que ce qu'elle ne dit. Mais oui, espérons qu'elle soit quand même bien entourée par des psychologues et autres, parce que ça peut être quand même assez inquiétant ce genre de propos. C'est une fille qui a un énorme caractère, on sait, elle vient du basket aussi. Est-ce que peut-être pour finalement varier, voir autre chose que la piste, elle n'aurait peut-être pas intérêt à aller se faire plaisir, peut-être sur la route, sur une demi-saison aussi, être recrutée par une Conti Pro, ou peut-être, je sais pas, une FDJ Suez par exemple, sur un projet pluridisciplinaire, ou sur une autre, hein, je dis FDJ Suez, ça peut être Cofidis, on voit que Victor Berthaud aussi a un projet multidiscipline, mais est-ce qu'elle aurait pas intérêt à voir autre chose finalement dans son sport? On sait que je dis pas qu'elle se met énormément de pression, tous les sportifs et toutes les sportives se mettent beaucoup de pression, mais elle a misé finalement toute sa carrière autour des Jeux Olympiques de Paris, quoi. Quand ça a été annoncé les Jeux à Paris en 2017, c'était encore un bébé dans la discipline. C'était peut-être sa deuxième ou troisième saison de piste quand on compte ses années juniors. Oui, elle a été programmée pour ça. Elle s'est auto-programmée pour ça aussi. Elle s'est mis la pression. Et je pense que n'importe quelle personne qui va aux Jeux Olympiques qui me dit je me suis jamais mis de pression, et cette personne n'existe pas. C'est impossible. Après, elle est sortie d'un schéma de sport d'équipe, sport collectif, vers un sport individuel. C'est peut-être ça qui joue. Après, je parle, ce n'est que moi, ce ne sont que mes mots. Mathilde en a peut-être d'autres. Bon, elle s'est mis beaucoup de pression mais comme elle disait tout de suite après les Jeux, si elle n'a pas de pression, elle arrête. Il y a ça aussi. Un champion ou une championne est nourri par ça finalement. On est nourri par l'adrénaline de la pression. De la pression et puis de cette envie de vengeance, de revanche. C'est ce qui nourrit l'envie d'aller voir au-delà. Son titre de championne du monde à 50 ans en 2022 a été nourri par la déception de Tokyo. Là, peut-être que cette semaine où il y a les championnats du monde sur piste, elle va peut-être se sortir des championnats du monde de folie où elle va aller écarter du Emma Finucane qui est championne du monde en titre ou oui, qui va faire que ça. Après, sur ton projet de route, je pense pas que ce soit totalement compatible avec la discipline de sprinteuse. On peut comparer le sprinter sur piste au sprinter sur athlée. Usain Bolt n'aurait jamais pu faire de marathon. Si tu veux, c'est pas le même type de progrès. Mais par contre, pourquoi pas aller essayer de s'amuser en BMX, qui est aussi un des sports d'explosivité. Ça peut, ou sur du VTT XCE, qui est aussi un sport d'explosivité, des choses qu'elle travaille déjà actuellement. Ou peut-être même prendre une licence de basket dans un club à côté de chez elle pour aller se vider la tête. Pour aller se faire plaisir, tu vois, sur des matchs à un certain niveau, elle qui a un bon niveau en basket. Mais finalement, s'aérer l'esprit et voir autre chose que... parce que bon, la piste, c'est très solitaire. On tourne autour d'un anneau de 200 mètres, quoi. Puis il y a aussi une chose qu'elle sous-entend dans ses interviews, là, dans les dernières interviews. Et pourquoi pas aller voir ailleurs? Pourquoi pas trouver un schéma d'aller voir comment on s'entraîne à l'étranger? Comment essayer de percer le secret des Anglaises, des Allemandes, un peu comme avait fait l'équipe de France quand ils dominaient de fin 90, début 2000, d'accueillir les autres fédérations pour voir comment ils travaillaient. Et sortir de sa zone de confort. Ouais. Et aller voir ce qu'on va dire une autre culture vélo. Bon, en tout cas, on fait une énorme bise à Mathilde Gros, une énorme pensée pour elle. C'est vrai que cette déclat est hyper forte. Je voulais quand même qu'on en parle un petit peu parce que ce sont des mots qui sont très forts. Elle parle de deuil. Voilà, c'est... Elle dit quand même, j'espère être championne olympique à Los Angeles dans 4 ans, mais ça n'effacera pas ce que j'ai vécu. C'est une entaille, c'est plus qu'une entaille, c'est profond, j'ai pas trop les mots, c'est encore frais, mais c'est intense. Voilà, la déclare dans l'équipe, et je trouve que c'est aussi là toute la force qu'a Mathilde Gros de mettre les mots MOTS sur les mots MAUX. Et quand on est champion de haut niveau, ça démontre aussi toute la profondeur d'esprit qu'on a de pouvoir mettre de tels mots sur de tels mots. Voilà, encore une fois, MOTS, MAUX. C'est ce qu'elle avait très bien réussi à faire après Tokyo. Après les championnats du monde, après Tokyo, n'avaient pas forcément été exceptionnels. Les championnats du monde à Roubaix, donc il avait été déplacé pour cause de Covid et autres. Mais oui, elle sait faire. Maintenant, il y a une vague qui arrive, il faut qu'elle arrive à surfer sur cette vague.
Mathilde, elle a eu des hauts, des bas, elle aura encore des hauts et des bas dans sa carrière, c'est une certitude. Oui, et de pas avoir trop à broyer du noir aussi. Voilà, c'est peut-être aussi le revers de la médaille quand on se met de la pression, c'est qu'on peut broyer du noir et finalement jouer un peu contre son camp. Bon voilà, Julien, je te remercie beaucoup en tout cas d'avoir été avec moi pour ce podcast, on va dire, allez, dernier podcast de la saison sur route. On va faire des débriefs de saison maintenant, on va parler de la saison des classiques, de la saison des tours, des transferts, on va parler un peu de tout ça. On va voir la présentation du Tour de France qui va arriver aussi, hommes et femmes, dans quelques jours. Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin, merci beaucoup d'avoir été avec moi. Et de rien, Guillaume, et à la prochaine, et tout le monde a continué à nous écouter sans nous glorifier plus qu'autre chose. C'est vrai que quand je me déplace sur les courses, qu'on me dit c'est super aussi ce que vous faites avec Vélo Podcast, et on y croit. Et continuer là-dessus, c'est aussi un excellent retour pour nous. Eh ben c'est cool, merci beaucoup, ça marche, en plus les chiffres sont là, on vous remercie, les derniers podcasts autour des championnats du monde ont marché, on rappelle, Vélo Podcast présent sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, X, Facebook, sur les plateformes Apple Podcast, Deezer, Spotify notamment, et puis sur notre chaîne YouTube, Vélo Podcast, allez-y, abonnez-vous, et puis mettez-nous 5 étoiles sur les plateformes de streaming pour nous référencer aussi. Ça nous aide à augmenter les chiffres. Julien, merci beaucoup. À très bientôt dans Vélo Podcast. Vélo Podcast, ça ne s'arrête pas, même l'hiver. Ciao, ciao. Ciao, ciao.